Voilà pour la situation à Kiev ce lundi. Bonjour Jean-Paul Paloméros et merci de répondre à France 24. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. Kiev est pour l'heure toujours aux mains des Ukrainiens. La Russie a pourtant clairement les moyens de prendre la capitale ukrainienne. Comment vous expliquez cette situation ? Alors, elle a les moyens de prendre la capitale ukrainienne. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait dire les choses comme ça. Elle a les moyens de frapper Kiev, ça, elle ne s'en prive pas. C'est typiquement d'ailleurs des crimes de guerre, il faut le souligner. Et elle a les moyens de faire mal, ça c'est sûr. Elle peut encercler Kiev, en gros c'est ce qu'elle est en train de faire. Peut-être qu'elle terminera cet encerclement. De là elle peut rentrer dans Kiev sur des objectifs précis. Qui sera en particulier le pouvoir, déstabiliser le pouvoir. Mais de là à vraiment prendre Kiev au sens propre du terme, ça c'est une autre paire de manches. Il faut beaucoup plus de monde, beaucoup plus de soldats, de militaires pour prendre une ville de cette nature que ceux qui sont engagés aujourd'hui. Et je suis assez certain que la Russie les aide. Est-ce que, selon vous, Poutine va développer la même stratégie à Kiev que dans les autres grandes villes où les bombardements détruisent constamment les immeubles et visent les civils, même si on a vu que ce matin, il y a eu un bombardement qui a fait un mort? Alors, avec M. Poutine, on ne peut jamais dire jamais, donc il faut être prudent. Je n'ai pas le sentiment, ça ne me semble pas être dans son intérêt, mais on a dit ça tellement de fois. On arrive à un point de bascule dans cette guerre, à mon sens. Cette semaine, la semaine suivante, soit les forces russes sont capables d'entretenir le mouvement, ce qui n'est pas évident parce que je pense qu'elles s'essoufflent. Mais d'un autre côté, est-ce que les Ukrainiens vont encore pouvoir tenir pendant cette semaine ou pendant 15 jours? C'est ça la question, quoi. Et de là dépendra la suite des événements. Et aussi des soutiens que Poutine pourrait avoir de l'extérieur. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui, puisque militairement, les Russes, pour l'instant, n'ont pas avancé. Il n'y a pas eu d'avancée majeure en Ukraine. On sent que l'avancée est très lente. Et l'un des proches de Vladimir Poutine l'a avoué indirectement aujourd'hui. L'avancée n'est pas aussi rapide que prévu. C'est-à-dire leur stratégie initiale a fait défaut. Ils n'ont pas pu pénétrer rapidement, déstabiliser la population, déstabiliser le pouvoir. Il y aurait eu un effet domino et l'Ukraine se serait écroulée très vite. Ils ont sous-estimé la résistance ukrainienne. Donc maintenant, ils se trouvent devant une stratégie qu'ils n'ont pas vraiment voulu, pas vraiment pilotée. Ils sont dispersés, leurs forces sont dispersées. Elles sont tenues par les encerclements de toutes les villes que vous avez citées. Maintenant, elles vont aussi dans l'ouest pour d'autres motifs. Donc, il y a une grande dispersion de l'effort et on se rend compte que l'armée russe a aussi ses limites. Alors, venons-en à ce qu'il s'est passé samedi. Les Russes ont envoyé, selon les Ukrainiens, une trentaine de missiles de croisière sur Yaroviv. Ce site qui est bombardé accueillait un centre de formation et d'entraînement de l'OTAN. Il est situé, on va peut-être le revoir sur la carte, à une vingtaine de kilomètres de la Pologne. Est-ce que c'est un message, selon vous, adressé à l'OTAN, un message ou même une menace ? Oui, c'est très clair. Enfin, c'est à l'OTAN, d'abord aux Ukrainiens. Parce que ce centre, en fait, c'est un centre que les Ukrainiens ont bâti en 1995. Ça ne date pas d'hier. C'était donc post-guerre froide, le partenariat pour la paix avec l'OTAN en particulier. Et ça servait effectivement pour les forces ukrainiennes à se former aux meilleurs standards de l'OTAN, ce qui leur permet d'ailleurs aujourd'hui d'utiliser les armements qu'on leur donne. Donc il y a une logique, ce n'est pas pour rien que les Ukrainiens atteignent le niveau qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils peuvent se défendre. Et en frappant cette base qui est aussi près de la frontière polonaise, les Russes essayent aussi de tarir le flux des volontaires qui rejoignent l'Ukraine, parce qu'a priori ils passent par là aussi, sans doute ailleurs, mais par là en particulier, parce que c'est un très beau centre de formation et d'entraînement. Et donc ils y ont mis le paquet, si je peux dire. 30 missiles, c'est pas rien. Ça veut dire, pour bien comprendre ce site, l'OTAN dispose de bases, entre guillemets, non militaires en Ukraine ? Non, ce sont les Ukrainiens qui accueillent des personnels, des militaires de l'OTAN qui viennent enseigner. D'accord. Des personnels des nations. Il y a un couplage avec un pays, avec un État des États-Unis, je ne me souviens plus lequel. Donc, c'est des partenariats. Mais ça appartient aux Ukrainiens. L'OTAN n'a pas de drapeau. Ce n'est pas une base de l'OTAN. Simplement, l'OTAN, les instructeurs de l'OTAN viennent pour instruire les Ukrainiens.
Est-ce qu'il y a une ligne rouge que les Russes ne doivent pas franchir vis-à-vis de l'OTAN? Ah ben c'est les frontières, hein. Les frontières maritimes, aériennes, terrestres, c'est ça la ligne rouge, hein. Pas un once, on dit les leaders de l'OTAN. Le président Zelensky, ce matin, réitère sa demande de zone d'exclusion aérienne. Sinon, dit-il, les roquettes russes vont tomber sur l'OTAN. On n'est jamais à l'abri d'un accident qui pourrait dégénérer? Alors, on comprend tout à fait le président Zelensky, il défend son pays, et c'est normal qu'il soit très véhément. Mais d'un autre côté, et on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, vouloir d'une manière ou d'une autre intervenir dans l'espace aérien ukrainien, ce serait considéré comme une déclaration de guerre, dans la mesure où la Russie, peu ou prou, maîtrise cet espace. Et donc, l'OTAN, les pays de l'OTAN n'ont pas choisi cette option parce que le risque d'escalade est trop élevé. Mais en revanche, ils sont prêts à se défendre. Et c'est vrai que la proximité de la frontière rend l'exercice de défense, de protection de l'OTAN très délicat. Il ne faut pas qu'il y ait d'incidents, et que ce soit en particulier les avions de l'OTAN qui le produisent. Mais si un avion russe pénètre dans l'espace aérien polonais, par exemple, il sera pris en chasse et les mesures seront prises contre lui en fonction de son attitude. Revenons un instant sur la résistance ukrainienne. On voit que les Ukrainiens sont armés par les Occidentaux notamment. Est-ce qu'ils sont formés pour utiliser ces armes? Oui, alors j'ai un peu expliqué comment ça se passait, hein. Depuis 1995, mais surtout depuis 2014, évidemment, après la première crise ukrainienne, il y a eu une recrudescence de la formation des Ukrainiens qui ont participé régulièrement à des exercices. J'étais d'ailleurs à l'époque responsable des exercices de l'OTAN. Et donc, on a évidemment intégré les Ukrainiens comme des partenaires. Je peux vous dire que les Ukrainiens sont d'excellents militaires. Merci Jean-Paul Paloméros pour vos explications, ancien chef d'état-major de l'armée française, de l'armée de l'air, et donc on vous l'a rappelé, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. Merci de nous avoir donné votre sentiment sur France 24.